Bonjour à toutes et à tous. Chapitre P10, mouvement dans des champs uniformes. Un rappel de première S, un champ est uniforme si les vecteurs champs sont parallèles entre eux et ont même valeur, donc même longueur. Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. Repère et condition initiale. Un solide de masse m, assimilé à son centre d'inertie g, est lancé avec une vitesse initiale v0 dans un champ de pesanteur. Notez petit g considéré comme uniforme. Donc le schéma du repère d'espace, O, X, Y, Z. Donc la trajectoire que je représente en vert. La position du centre d'inertie à une date t quelconque au cours du vol. Le vecteur champ de pesanteur qui est dirigé selon OZ et vers le bas. Alpha est appelé l'angle de tir. Les conditions initiales, deux questions à se poser. Où est le solide à t égale 0 et quelle est sa vitesse? Donc ça dépend effectivement de l'énoncé, donc à bien lire, bien faire attention. Donc on note ces conditions initiales OG0, x0 égale 0, y0 égale 0 et z0, la seule coordonnée non nulle. Et les coordonnées du vecteur vitesse sont obtenues en projetant le vecteur vitesse respectivement sur y et sur z. On s'en servira tout au long de cette partie. Alors, vecteur accélération. Bilan des forces. Alors, les frottements étant négligés, le solide n'est soumis qu'à son poids P. On dit qu'il est en chute libre. Donc les frottements sont négligés par exemple sur Terre, alors que sur la Lune par exemple, il n'y a pas à se poser de questions puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. À t quelconque, donc on applique la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire la relation fondamentale de la dynamique que je note RFD, qui dit que la somme des forces extérieures est égale au produit de la masse m par le vecteur accélération du centre d'inertie du solide, que je note petit a. P égale m fois g, en simplifiant par m, on a le vecteur a égale le vecteur g. La seule coordonnée, on l'a dit tout à l'heure, non nulle est selon z, donc gz égale moins g. D'où les coordonnées du vecteur accélération, 0, 0 et moins g. G étant un vecteur constant, ça veut dire que le vecteur accélération est aussi un vecteur constant. Le vecteur vitesse, v de t, de coordonnées vx, vy et vz. On rappelle que par définition, la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps est le vecteur accélération. Il en est de même pour les coordonnées, d'où ax égale dvx sur dt, donc dérivée de la coordonnée vx par rapport au temps. Vx est donc une primitive de 0, et donc c'est une constante que je note C1. Et la constante d'intégration sera déterminée à l'aide des conditions initiales. De même, Vy égale constante C2, et Vz de t est une primitive de moins g, donc moins g fois t plus la constante d'intégration C3. Alors on sait qu'à t égale 0, les coordonnées du vecteur vitesse sont 0, V0 cos alpha et V0 sinus alpha. Donc on va s'en servir pour déterminer les constantes C1, C2 et C3. Alors à t égale 0, on a Vx de t égale 0 égale C1, et ce que je viens de dire, V0x égale 0, d'où C1 égale 0. Pour Vy à t égale 0, c'est C2, et d'autre part, V0y égale V0 cos alpha, d'où C2 égale V0 cos alpha. Vz de t maintenant, c'est moins g fois Vz de t égale 0, moins g fois 0 plus C3, et d'autre part, on avait noté la coordonnée V0z qui était égale à V0 sinus alpha, d'où C3 égale V0 sinus alpha. On récapitule, Vx de t égale 0, Vy de t égale V0 cos alpha, et Vz de t égale moins gt plus V0 sinus alpha. Les équations horaires.
Je note x de t, y de t et z de t, les coordonnées du vecteur position du centre d'inertie à la date t, donc OG de t. De même, par définition, le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc il en est de même pour les coordonnées. Vx de t égale dx de t sur dt, donc la dérivée de x de t par rapport au temps. Donc par intégration, j'ai x de t égale à constante que je note C'1. De même, Vy de t égale à V0 cos alpha, c'est aussi égal à la dérivée de y par rapport au temps. Et donc par intégration, la primitive d'une constante, c'est-à-dire de V0 cos alpha, est V0 cos alpha fois t plus C'2, la constante d'intégration. Et enfin, une primitive de z de t, c'est moins 1,5 de gt carré, puisque la primitive de t, c'est t carré sur 2, plus V0 sinus alpha t, plus C'3, la constante d'intégration. Donc de même, à l'aide des conditions initiales que je rappelle ici, x0 égale 0, y0 égale 0 et z0. Donc on a C'1 égale C'2 égale 0 et C'3 égale z0. On récapitule. Que je note donc respectivement petit 1, petit 2, petit 3. Donc x de t, y de t et z de t sont les équations horaires du mouvement. Le mouvement est plan. Il a lieu dans le plan y au z. Le plan d'équation x égale 0. Maintenant, équation de la trajectoire. Eh bien, cette équation est obtenue en éliminant le paramètre temps, ici entre y et z. Alors l'expression la plus simple, c'est pas z, mais c'est y. Donc on va exprimer t à partir de la relation 2, donc de y de t. Donc t égale à y sur v0 cos alpha. Et je remplace t par cette expression dans 3, c'est-à-dire dans z. Donc z ici ne va plus dépendre du temps t, mais de y. On fait un changement de variable. Donc après simplification, il vient zy égale moins g sur 2v0 carré cos carré alpha fois y2 plus y tangente alpha plus z0. Donc ceci est l'équation d'une portion de parabole dont la concavité est tournée vers le bas, puisque j'ai le signe négatif qui est là. On dit que le mouvement est parabolique. Donc, vocabulaire à connaître. 3 remarques. Alors, mouvement vertical, si on a ça, c'est-à-dire V vecteur nul, donc soit je lâche le solide, dans ce cas-là, il a un mouvement vertical vers le bas sans vitesse initiale, soit je le lance avec un angle de pi sur 2, donc selon la verticale, et là, obligatoirement avec un vecteur vitesse initiale non nul, pour avoir une trajectoire verticale vers le haut, puis ensuite vers le bas. Le vecteur vitesse, ses coordonnées. On remarque que Vy de t est indépendante du temps, et Vz de t dépend du temps. Ce qui veut dire que si je projette le mouvement selon OY, eh bien ce mouvement sera uniforme et varié sur OZ. Ce qui est normal parce que le poids P agit selon OZ. Et le poids, donc une force, agit sur le mouvement, donc changement de trajectoire, ou alors sur la vitesse. Et enfin, la dernière remarque, ce qui est hors programme, mais bon, on peut vous poser la question sans vous le dire, la portée et la flèche. La flèche est l'altitude maximale atteinte par le projectile. Donc en fait, là, si j'ai z en fonction de y, la flèche correspond à l'extrémum, donc au maximum ici de la parabole. Donc en ce point, la dérivée s'annule. Et la portée, c'est la distance horizontale maximale. Donc P, c'est le point d'impact. La distance max, ça correspond à XP. En ce point, YP égale 0. Donc il suffit de remplacer Y par 0 dans l'équation de la trajectoire. Dans une deuxième partie, on étudiera
on étudiera le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrostatique uniforme. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.